Les vrais gourous, on les connaît. Les faux gourous aussi, on les connaît. Le seul truc qui est compliqué pour un débutant, c'est savoir comment les distinguer. Les gens pensent que l'accompagnement, c'est facile. Le truc, c'est que maintenant, sur les réseaux, pour convaincre quelqu'un, ça demande beaucoup d'efforts. Moi, je connais pas mal de gros entrepreneurs qui font beaucoup d'argent. Concrètement, c'est des gens qui se sentent seuls. Quand tu travailles beaucoup, il y a forcément un certain degré de solitude que tu es prêt à avoir dans ta vie. Je commençais à perdre espoir. Parce que là, ça commence à faire trop. Je venais d'avoir 17 ans à ce moment-là. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ma vie, elle est complètement foutue là. Peut-être que le problème, c'est moi. C'est tout simplement que je suis nul. Si vous avez un projet, que vous croyez en quelque chose et que vous avez des doutes dans votre vie actuellement, croyez en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera pour vous. Les gens, concrètement, ce qu'ils veulent, c'est juste voir des winners. Parce qu'à la fin de la journée, on se souvient que des winners. On se souvient pas des losers. Bienvenue les amis sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Noël Imba. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, avec lequel on va faire un podcast. Donc, ça va être une heure sympathique en votre compagnie. Donc, Kader Bini, si tu peux te présenter un petit peu, mon gars. Ok, alors je me présente très rapidement. Moi, c'est Kader Bini. Pour ceux qui me voient sur les réseaux, plus particulièrement, vous savez que je suis déjà dans le marketing digital. Donc, je ne vais pas vous faire la totale, mais ça fait à peu près 4 ans que je suis dans le domaine. J'accompagne aussi des personnes justement à développer leur business. Donc, peu importe l'activité, hein. Ça peut être de la vente de produits digitaux, ça peut être aussi développer son personal branding, ça peut être tout ce qui est lié à faire plus d'argent et développer une activité concrètement. Mais Kader, tu vois, en regardant ton contenu, en regardant la personne que tu es sur les réseaux sociaux, j'ai un petit peu une envie de diversifier le type de contenu que je fais. Donc là, on va plus se focus sur des sujets d'actualité, de politique, de relations hommes-femmes, également de sport, de voyage, des sujets un peu plus légers, plutôt que se focus réellement business. Bien sûr, pas de problème. Mais c'était juste pour l'intro que j'en parlais, hein, t'inquiète pas. Ok, parfait. Du coup, moi, la première question que j'ai pour toi, c'est comment ça a commencé chez toi le développement personnel? Aujourd'hui, tu as des business, tu es libre financièrement, géographiquement, tout se passe bien pour toi. Mais c'était quoi le déclic qui a fait que tu as commencé à improve ta vie? La première chose qui a fait que j'ai commencé à développer ma vie, c'est vraiment le sport, c'est le basket. Quand j'ai commencé le basket, ça m'a tout simplement donné une mentalité qui a transformé ma vie. Parce qu'en fait, c'est un sport où il faut être un battant. Si tu n'es pas un battant, tu n'as pas confiance en toi, concrètement, tu ne peux pas jouer. Parce que tout est basé sur la confiance. Mettre un panier, c'est basé sur la confiance. Performer, c'est basé sur la confiance. Et c'est très physique, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que si tu ne te développes pas, d'avance, tu as perdu. Il faut que tu aies le mindset directement quand tu arrives sur le terrain, que tu vas tout détruire avant même que tu aies commencé. Même si c'est faux, il faut que tu y crois. Et c'est comme ça que justement, en faisant du basket, c'est comme ça que j'ai commencé à développer ma mentalité et à aller chercher beaucoup plus, à faire du business. Mais pour commencer au début de mon activité de basket, avant j'ai voyagé aux États-Unis. Et quand j'ai voyagé aux États-Unis, c'est là où ça m'a encore plus transformé. Si tu préfères, c'est là où j'ai vu que dans la vie, il y avait beaucoup plus que ce qu'on voyait directement en Europe. En France, ma réalité, elle était, voilà, tu nais, tu vas tout simplement faire un boulot de 9h à 5h, et c'est comme ça que tu vas finir, quoi, parce que tout le monde le fait, tes parents le font, donc en fait, c'était ma seule porte de sortie. Mais à force de regarder le contenu US quand j'étais petit, les vidéos motivation, etc., ça m'a poussé justement à aller aux États-Unis, avec le fait que je faisais du basket, et quand je suis parti là-bas, j'ai posé les pieds, alors là, ça a transformé complètement mon mindset, parce que même avant même d'aller là-bas, le truc, c'est que déjà, c'était impossible quasiment pour moi d'aller là-bas parce que j'avais aucun contact. J'avais rien. J'avais aucune directive. Je savais à peine jouer au basket. Je venais de commencer il y avait 1 an et demi. Et je me disais déjà, je vais y aller quoi qu'il arrive. Donc j'avais commencé l'école. J'avais commencé à peu près. J'avais commencé le basket, excuse-moi, à peu près donc 2015. Et c'est en 2016 que je suis parti aux États-Unis. Ok. Et en 2016, fin d'année 2016, j'avais toujours aucun club de basket. Mais malgré ça, moi, j'y croyais. Chaque jour, je bossais. Et je me disais que quoi qu'il arrive, c'est cette vie-là ou rien. Et après, un truc de fou qui s'est passé. Un mec avec qui j'avais commencé le basket il y avait 1 an de cela, il me rencontre dans le train, il me dit Kader, si tu veux, je connais un mec qui peut potentiellement t'envoyer aux États-Unis. Je lui dis ah bon? Il me dit ouais, je connais un mec qui peut t'envoyer. Je lui dis ok, écoute, je veux bien faire sa connaissance. Et il me dit ok, je vais te faire ça, je vais te le montrer et il va te faire passer des tests. Et de là, tu pourras savoir si tu vas partir aux États-Unis. Donc moi, le premier truc que j'ai fait, je me suis dit bon, là,
c'est ma dernière chance, donc écoute, on va y aller. Je l'ai appelé directement la même soirée, il était 22h, j'étais dans le RERD. Donc je sais pas si tu connais un peu les métros parisiens, en région parisienne, les RERD c'est les pires des RER. Je rentrais à la maison et je l'ai appelé à 22h directement, je lui ai dit écoute, on m'a passé ton numéro et moi j'ai envie de bosser avec toi, j'ai envie de passer les tests pour partir aux US, etc. J'avais aucune compétence, j'avais rien. Premier training, il m'appelle, il me ramène un mec en 2001. En 2001, il me détruit complètement. Oh là là. Il me détruit complètement, il me fait une leçon de vie. J'étais en 98. T'imagines pas comment mentalement c'était vraiment... c'était écrasant. En termes d'ego, ça doit faire mal quand même. Par un petit 2001 là. Je te cache pas, ça, en termes d'ego, c'était chaud, tu vois. Mais malgré ça, j'ai quand même pas abandonné parce que je me suis dit, attends, en 2001, il me botte les fesses. Attends, je me suis réveillé, tu vois. Et le lendemain, il m'a encore rappelé, malgré que le 2001 m'a botté les fesses. Le lendemain, il m'a encore rappelé. Il m'a dit, ok, viens faire un training. Il m'a fait un training de fou. Ça durait 3 heures. J'ai bossé énormément, etc. Jusqu'au point où, je dis la vérité, j'avais envie d'abandonner concrètement. Tu vois, ça peut arriver d'avoir envie d'abandonner. Les gens ils pensent que c'est pas normal d'avoir envie d'abandonner. Ça peut arriver. Mais après, le truc, c'est qu'il faut juste continuer, quoi. Et j'ai continué. Il m'a ramené dans un 3e training. Et là, c'était vraiment le training final. Il m'a dit, écoute, là, je vais vraiment tester si tu veux vraiment y aller. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent, mais quand ils tentent de passer à l'action, ils ne veulent plus réellement. Quand on leur montre la réalité des choses, ils repoussent les choses au lendemain ou même ils abandonnent directement sur les faits accomplis. Je lui ai dit, écoute, let's go, on commence le test. Et il m'a mis un harnais sur moi. Il m'a fait courir un terrain de foot pendant 1 heure avec des harnais sur mes bras, mes pieds. Et j'ai tellement couru, certains ne vont pas le croire, mais j'ai tellement couru que j'avais des larmes, tu vois. Ouais. J'avais des larmes. Il m'a poussé à l'extrême de mon effort. Et après, par derrière, quand j'étais arrivé sur la dernière allée, j'avoue, j'ai failli abandonner encore une fois, tu vois. Mais j'ai continué. Et il m'a dit, écoute, t'es vraiment une sale merde. Tu dis que tu veux partir au State, mais concrètement, t'as pas le niveau. Là-bas, c'est des requins. Ils vont vraiment te détruire, ils vont te manger. Tu vas rentrer en France directement 2 semaines après. Et il m'a dénigré pendant tout le reste du training. Je suis rentré chez moi, je me suis dit que c'était fini. Le lendemain, il m'envoie un message, il me dit, écoute, là, j'ai parlé à un coach aux US, il est intéressé pour que tu puisses accéder à son programme. Donc, prends ton billet d'avion et d'ici le mois de juin, tu pars. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que quand tu crois en quelque chose, quoi qu'il arrive, ça va se passer. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que tes parents ils disent, peu importe ce que tes amis ils disent, tes frères ils disent, quand tu y crois, c'est la loi de l'attraction, ça va forcément se passer. Quand tu y crois et tu mets les efforts pour, tu vois, ça va forcément se passer. Moi, dans ma réalité, il n'y a pas un monde où je vais faire des efforts disproportionnés et qu'il n'y aura pas de résultat. Il y aura forcément des résultats où il y aura une leçon. Et justement, j'en ai tiré une leçon de ça qui aujourd'hui me sert pour le business. Ça a commencé du sport, un truc tout ballot, mais maintenant je m'en sers dans le business et ça fait qu'à chaque fois que je fais une activité, forcément, ça marche. À ce moment-là de ta vie, lorsque tu faisais du basket, est-ce que tu aurais pu imaginer la vie que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu aurais pu l'imaginer? Parce que la réalité, c'est que tu n'allais pas vers cette direction. Tu allais vers une direction plus professionnelle, tu voulais être joueur pro, j'imagine. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu imaginais Kader être ici à Bali en train de faire des podcasts, habiter à Dubaï, avoir une image sur les réseaux sociaux, pas celle d'un athlète, mais d'un entrepreneur, tu sais, quelqu'un qui a un business, quelqu'un qui construit quelque chose. D'ailleurs, on pourra en discuter, mais moi, je trouve quand même que être entrepreneur, c'est limite mieux qu'être athlète. Les athlètes, ok, ils font de l'argent, ils font beaucoup d'argent d'ailleurs. Ils sont également connus, ils ont de la renommée, ils ont un bon statut qui est super intéressant, mais le truc, c'est qu'ils font de l'argent grâce à leur corps, et le corps, avec le temps, c'est quelque chose qui performe moins bien. Donc forcément, ça, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'au final, il n'y a pas de limite en termes d'argent, ce que tu peux faire dans l'entrepreneuriat, et également ce que tu peux faire en termes de sport. Bien sûr, bien sûr. Le sport, après, ça peut être quelque chose d'excellent quand tu es exceptionnel. Quand tu es exceptionnel, il n'y a pas... en vrai, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent t'égaler. Tu vois ce que je veux dire? À part Elon Musk, à part Jeff Bezos, ce genre d'entrepreneur. Ouais. Quand je dis exceptionnel, je parle de mecs comme LeBron James, je parle de mecs
comme, je sais pas, Mohamed Ali, comme Mike Tyson, tous ces mecs-là qui ont atteint l'excellence dans leur domaine, forcément, c'est sûr que bah, c'est plus rentable d'être comme eux parce que même si tu es entrepreneur, c'est rare d'atteindre leur niveau. Je sais pas si tu vois ce que je veux Je dire. vois totalement ce que tu veux dire et C'est je vais vraiment rare. rebondir sur ça et te poser une autre question. Mhm. Est-ce que tu sais combien il y a de joueurs de basket en NBA aux États-Unis? 300. 300. Mhm. Combien il y a de joueurs qui veulent rentrer dans la NBA? Ah, ben il y en a des milliards même. Ça, on peut même compter en milliards ou en millions, je sais pas, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc, tu sais qu'il y a plus de chances de gagner au loto Mhm. que d'être un joueur en NBA. Il y a des stats qui ont été faites par rapport à ça. Bien sûr. C'est littéralement, quand tu es un joueur de NBA, Mhm. tu es une bête de la nature. Tu es une anomalie totale. Parfois, on les voit rater des 3 points et tout, on rigole, tu vois. Mais la réalité, c'est que c'est des monstres. Tu les mets n'importe où, ils te détruisent n'importe quel individu. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je dis que tout dépend, en gros, à quel point tu es compétent. Si tu es vraiment exceptionnel, t'as un phénomène comme LeBron James, par exemple, c'est vrai que peut-être être athlète comme LeBron James, c'est beaucoup plus rentable. Tu vois, comme aussi Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo, c'est des mecs, ils sont quasiment milliardaires. Tu vois. Donc voilà, après tout dépend de leur branding, c'est ça le problème. Mais ils sont bien à jamais parce que les enfants de leurs enfants de leurs enfants vont pouvoir bénéficier de leur richesse et tous les biens qu'ils ont construits sur le côté. Parce que non seulement c'est des athlètes, et en plus de ça, sur le côté, c'est des entrepreneurs. Je sais pas si tu as vu, mais Floyd Mayweather, lui, il a acheté plusieurs buildings à New York. Je sais pas si c'est à Brooklyn, mais c'est en tout cas dans cette région-là. Et combien d'entrepreneurs peuvent le faire, En vrai, tu vois. j'ai envie de défendre le côté plutôt entrepreneurial de la chose parce que c'est vrai que les sportifs, il y en a beaucoup qui font énormément d'argent, Mhm. mais des milliardaires, il y en aura toujours plus qui seront entrepreneurs que sportifs. Bien sûr, bien sûr. Et il y en a beaucoup avec le temps qui perdent leurs moyens financiers parce qu'ils n'ont pas su réinvestir et faire d'autres placements derrière. Mais en tout cas, moi par exemple, Shaq, je pense que tu connais, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Tu vois, le mec, il a des franchises de partout aux États-Unis, il est milliardaire, tu vois, c'est incroyable ce qu'il a pu accomplir. Mais il y aura toujours plus de milliardaires qui sont entrepreneurs que de sportifs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit tout dépend de quel type de profil. Mais si on parle vraiment en général, effectivement, c'est beaucoup mieux d'être entrepreneur parce que non seulement, bah, en quelque sorte, tu es en sécurité parce que c'est tes efforts à toi-même, tu vois. C'est pas forcément la décision d'un coach. Moi, quand j'étais basketteur, à plusieurs reprises, j'ai vu des joueurs gâcher leur carrière à cause d'un coach qui les aime pas forcément, un coach qui ne croit pas forcément leur potentiel. Alors quand tu es un entrepreneur, tu crois en toi. Et personne ne peut t'arrêter, c'est toi qui décides de ton avenir. En fait, c'est toi contre toi chaque jour. D'ailleurs, hein, je sais pas, tu m'avais appelé il y a quelques jours, tu me disais ça, tu me disais, voilà, qu'est-ce que tu penses des gens, en gros, qui te critiquent, etc. Et comme je t'ai dit, moi, ma mentalité, c'est moi contre moi. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y a un concurrent, il peut poster autant de vidéos qu'il veut, il peut faire le marketing qu'il veut. Moi, je ne regarde pas ce que lui fait. Moi, je Ouais. regarde ce que moi, je fais et comment je peux optimiser ce que moi, je fais. Parce que déjà, premièrement, on est tous différents. Et il faut tout simplement se reposer sur nos forces. Tu vois, ça peut par exemple être un mec, il peut être bon en ads, bah voilà. Lui, bah, il va faire des ads pour marketer son business parce qu'il arrive à faire des ads de fou. Il y en a un autre, il va être bon, par exemple, en cold emailing, bah, il va mettre l'accent dessus et ça va pas forcément marcher pour moi. Et peu importe dans les domaines de la vie, c'est la même chose, tu vois. Tu vas aller draguer une femme, il y en a un, il va être grand, bah, il va jouer de cet atout-là. Il y en a un, il va être petit, mais il va être assez charismatique et musclé, il va jouer de cet atout-là. Mais tu vois, faut vraiment comprendre que dans la vie, c'est toi contre toi. C'est pas toi contre quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, tu as dit une phrase intéressante, tu as dit il faut y croire, il faut croire qu'on est le meilleur, même si c'est faux. Il faut croire que c'est possible, qu'il y a des opportunités, qu'on peut réussir, même si la réalité nous montre le contraire. Ça, c'est une phrase qui m'a touché personnellement parce que ça représente une bonne partie de mon parcours. Quand moi, je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais commencé par le e-commerce. J'ai vécu avec ma tante, j'ai pas vécu avec ma mère ni mon père, qui eux sont des entrepreneurs. Et mes grands frères, pareil, ils sont entrepreneurs, ils ont leur propre business, ils ont du succès. Mais moi, du coup, j'ai été emmené en France à l'âge de 7 ans. Et vraiment, je me suis fait, je ne vais pas dire je me suis fait tout seul parce que ça serait mentir, ça serait faux. Mais à l'entrepreneuriat, je me suis lancé tout seul. Je n'ai pas consulté mes grands frères, ni mon père, ni ma mère pour leur dire est-ce que c'est une bonne idée de lancer un business. Et je ne vais pas te mentir, c'était extrêmement difficile la première année. C'est un tunnel noir dans lequel tu avances et tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Et ça, c'est quelque chose qui marque mon parcours entrepreneurial. Et du coup,
Pour en revenir sur ça, actuellement, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de choses qui se passent par rapport aux fake gourous. Je ne sais pas si tu as vu ça, toi aussi, sur les réseaux. Mhm. Des gens qui mettent des dashboards Bien et sûr. apparemment, ces dashboards-là seraient falsifiés. Du Mhm. coup, il y a des créateurs comme toi, comme moi, qui Mhm. profitent de ça pour faire des vidéos, pour faire un maximum de vues Mhm. et pour parler de ce sujet-là. Ce qui fait que maintenant, il y a des gens qui croient plus ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui est très intéressant parce que c'est dommage comment la société d'aujourd'hui elle est construite parce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire croire aux gens que le succès est faux et du coup les décourager. Moi personnellement des dashboards, tu vois, j'en ai plein. J'ai différents logiciels et c'est pas forcément le logiciel qui y parle comme je t'avais parlé l'autre fois, Fake Dash, mais c'est mon vrai business, c'est mes stripes, c'est vraiment c'est réel, tu vois. Et quand je vois des vidéos où justement les gens ils dénigrent les gourous en ligne et ils disent ouais bah c'est tous les mêmes, ils montrent tous des faux résultats, etc. Bah, moi je trouve ça dommage parce qu'imagine tu es une personne qui commence le business en ligne et tu vois que tout le monde te dit que c'est faux ce qu'il y a en ligne, que c'est pas possible de réussir. Bah, ça profite que à des gens comme nous parce que tant que toi tu te lances pas, bah nous on fait encore plus d'argent, tu vois ce que je veux dire. Mais toi du coup bah tu te mets dans une case, dans une cage où tu te dis que c'est pas possible et tu te lances jamais. Et moi je trouve ça triste. Tu m'as dit que tu étais à la Dubaï, enfin tu vis même à Dubaï, entre Dubaï et Bali, des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, euh, on en voit tous les jours. On en voit tous les On jours. en voit tous Et les jours, tu même vois. si c'est vrai qu'il y a certaines personnes, même des entrepreneurs qui ont du succès à Dubaï, Mhm, qui n'ont peut-être pas le succès qu'ils prétendent avoir, moi, je pars du principe d'une chose, mhm, c'est qu'il faut croire. Faut croire. C'est exactement. plus intelligent, tu vas apprendre plus en croyant Mhm, qu'en étant cette personne qui est sceptique et qui est en mode non, c'est pas possible. Parce c'est ça. que certes, tu peux avoir raison, je sais pas, euh, 9 fois sur 10, mais la fois où tu as tort sur la personne et que l'opportunité ou alors ce qu'elle fait était réel, c'est une Mhm, fois où tu aurais peut-être pu créer quelque chose avec cette personne, tu aurais peut-être pu lancer un business, mhm, tu aurais peut-être pu apprendre des stratégies dont il te parlait et l'implémenter sur ton propre business et pouvoir te développer encore plus. Mais parce que tu es cette personne-là qui est sceptique, qui a du mal à faire confiance, qui a du mal à croire, parce qu'en fait, au final, ça te coûte absolument rien. Moi, je trouve que c'est limite dangereux pour certaines personnes de ne pas croire. bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour revenir vraiment sur le sujet bien en profondeur, quand je vois des vidéos qui font des millions comme ça, qui parlent par exemple des traders, etc., qui parlent des gourous, peu importe SMMA, OFM, peu importe, je me dis les mecs qui font ces vidéos, c'est justement eux les mecs les plus dangereux. Parce que par derrière, ils font cette vidéo-là pour te vendre eux-mêmes un accompagnement. Alors il faut se poser des questions. C'est, En Ouais. fait, forcément, oui, il y a des faux gourous. Je suis d'accord avec ces mecs-là. Il y a beaucoup de faux gourous. Il y a des mecs, j'ai même été surpris de savoir la vérité, tu vois. Il y a des faux gourous. Mais au bout d'un moment, quand tu vois un mec qui vit un certain lifestyle qui est décent, qui est indécent, qui est crazy, durant des mois et des mois, durant des années et des années, te dire que le mec qui fake, il faut se poser des questions. Tu vois, parce que le faux, quoi qu'il arrive, un jour, il va s'arrêter. Ça va s'arrêter, les gens, tu ne pourras plus les arnaquer. Si tu n'as pas un truc qui est vrai, qui est plausible, qui résout un réel problème, forcément, ça va s'arrêter. Tu vois, donc les vrais gourous, on les connaît. Les faux gourous aussi, on les connaît. Tu vois, donc c'est juste le seul truc qui est compliqué pour un débutant, c'est savoir comment les distinguer. Mhm. Et moi, pour moi, distinguer un vrai d'un faux gourou, c'est simple. Tu regardes les achats, tu regardes la longévité de son style de vie, tu regardes comment il parle de son business. Il n'a pas forcément besoin de regarder un prompteur quand il fait une vidéo. Un mec qui regarde un prompteur, qui lit des scripts, etc. quand il fait une vidéo, la majorité du temps, c'est pas vraiment un expert. Il y a un copywriter derrière Il y a qui un est en train copywriter, c'est pas un expert, de c'est gratter c'est le un texte. imposteur. Tu vois, Kader, Mhm, tout à l'heure, on s'est croisés. mhm, On est tous les deux grands. mhm. Je fais 1m93, tu fais 2 mètres. 2,01 m, exactement. 2m01. 2m01, frérot. Et tu vois, t'es musclé. Mhm, Ça se voit peut-être pas à la caméra, parce que quand t'es assez grand, la plupart mhm. du temps, bah, ça se voit pas à la frame. Bien sûr. Mais ça, du coup, c'est des efforts, c'est de la discipline, c'est des années de sport. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, tu es un entrepreneur à succès, parce que tu as ce mindset-là de charbonneur, de mec qui est prêt à mettre les efforts pour réussir. Moi, de mon côté aussi, en étant grand, je sais que ça demande énormément d'efforts de Mhm. construire un bon physique. Donc, bravo pour ça, c'est top. Merci beaucoup à toi aussi. Mais du coup, ça doit quand même te causer pas mal de petits soucis dans la vie.
Je parle de soucis, mais c'est plus dans le bon sens, dans le sens où avec les femmes. Parce que la plupart des entrepreneurs qui sont jeunes, qui font de l'argent, qui voyagent, ils font pas 2,01 m. Ils sont pas musclés. Effectivement. C'est des geeks. C'est vrai, effectivement. La plupart, tu te balades, tu es en mode, putain, pour aucune somme, j'échange contre lui, tu vois. Mais vraiment, c'est réel. Non, c'est réel. Aucune somme, j'échange contre lui. C'est réel. Ouais. Donc, frérot, déjà, premièrement, comment ça se passe tes relations avec les femmes? Qu'est-ce que tu recherches? Alors, comment ça se passe mes relations avec les femmes? Moi, concrètement, déjà, actuellement, là, j'ai une femme. Maintenant, cette femme, elle m'accompagne dans tout ce que je fais. Elle m'accompagne dans tout ce que je fais. Elle me supporte, elle est avec moi chaque jour. Et concrètement, elle me laisse beaucoup de liberté. Quand je dis elle me laisse beaucoup de liberté, c'est qu'elle n'est pas derrière mes côtes, à toujours regarder ce que je fais. Elle me fait confiance tout simplement parce que je prends soin d'elle. Maintenant, c'est vrai que quand tu es un entrepreneur, on va dire, à succès, mais voilà, tu n'as pas notre profil, il y a beaucoup de meufs aussi qui peuvent te laisser moins de liberté. Mais voilà, à ce niveau-là, ouais, c'est ma réponse. Qu'est-ce que tu entends exactement par « elle te laisse de la liberté » pour que les gens puissent comprendre? On est dans quel délire là? Alors quand je dis elle me laisse de la liberté, c'est pas en gros où je vais aller voir d'autres meufs, etc. C'est qu'en gros, ça la dérange pas que, par exemple pour le business, je parle avec une meuf, ça lui dérange pas. Du coup, c'est quoi un petit peu tes critères, ce que tu recherches dans une femme? Parce que là, aujourd'hui, tu as quand même du statut. Sur les réseaux sociaux, notamment, tu as pas mal d'abonnés. Ton visage, dans certaines communautés, il peut se reconnaître assez facilement. Aussi, tu es grand, tu es visible. Donc, je pense que tu n'as pas de difficulté par rapport à ça. Donc, comment est-ce que tu tries un petit peu le volume de femmes que tu choisis en tant que partenaire, tu vois, pas juste pour un coup d'un soir, mais vraiment en tant que partenaire? Alors, comment est-ce que je les trie maintenant? C'est vraiment par rapport à la mentalité. C'est pas forcément par rapport à la beauté. La beauté, c'est vrai que ça joue justement dans mes choix de mes relations. Mais c'est vraiment qui la personne est. Parce que si c'est juste la beauté, au final, à la fin de la journée, tu seras déçu. Avant, quand je vivais seul, avant de rencontrer ma copine que j'ai actuellement, je me basais que sur ces critères-là, des belles meufs, etc. Mais je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas forcément moi ce que je cherchais. Elles n'étaient pas forcément à mon niveau. Et quand je dis à mon niveau, c'est mon niveau intellectuel. Et c'est vraiment compliqué de passer beaucoup de temps avec une personne qui n'a pas le même niveau intellectuel que toi. Parce qu'au final, tu te retrouves à t'ennuyer avec la personne. Elle peut ressembler à qui elle veut, à Kim Kardashian, avoir le corps... un corps qui est d'actualité, quoi, BBL, etc., tout ce que tu veux. Si la personne ne te correspond pas, elle n'est pas dans tes cordes, elle n'a pas tes compétences, on va dire, intellectuelles, ou elle ne partage pas le même centre d'intérêt, c'est vraiment compliqué de construire quelque chose. Et ça, je l'avais dit à beaucoup d'amis. Il y a beaucoup d'amis qui ne m'ont pas écouté. Par derrière, ils se sont rendus compte que, en fait, j'ai raison. Tu vois, j'ai raison parce que là, actuellement, la copine que j'ai actuellement, elle partage tout pareil que moi, elle partage les mêmes valeurs, etc. Et je m'ennuie jamais avec elle. On peut passer 7 jours dans la maison, on ne sort pas, elle s'en bat les couilles. Ouais. En fait, c'est un asset à ta vie plutôt que d'être une liability. Donc, c'est un atout à ta vie. Ça rajoute quelque chose. Bien sûr. Plutôt que d'enlever quelque chose. C'est-à-dire que les choses que tu ferais normalement en étant seul, c'est des choses que tu ferais du coup avec elle. Donc, tu ne vas pas essayer de devenir une autre personne, faire d'autres activités juste parce que tu es en couple avec cette personne. Et je pense aussi que c'est la meilleure approche pour aborder un couple. C'est ça. Surtout quand tu es un entrepreneur, tu as des gros objectifs, tu as des grosses ambitions. Tu vas pas les abandonner juste pour une femme. Ou alors si tu le fais, au bout d'un moment, tu vas craquer. Ou alors c'est elle qui va se rendre compte que du coup, toi, tu lui donnes pas assez d'attention par rapport à ce qu'elle souhaite. Et de son côté, ça va pas le faire. Bien sûr, bien sûr. Et comme j'ai dit, à ne pas oublier, c'est vraiment... Il faut que vous partagez le même centre d'intérêt. Sinon, c'est vraiment pas possible. Moi, je me rappelle, j'étais avec une meuf il y a 1 an et demi de cela. On se voyait. C'était vraiment que des withdrawals. Withdrawals, c'est-à-dire qu'elle prenait que des choses chez moi. Et il n'y avait pas vraiment de déposit. Quand je dis déposit, c'est pas forcément argent, mais c'est vraiment... Il n'y avait rien de... Il n'y avait aucune valeur concrète qu'elle me donnait, mis à part... voilà quoi. Je vais pas dire le mot, mais tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis rendu compte que ce genre de relation, moi, ça me plaît pas. Et pour être complètement honnête avec toi, la copine que j'ai aujourd'hui,
En fait, je pensais pas rencontrer, j'ai pas cherché cette relation. J'ai pas cherché, je pensais pas même être en relation. Je pensais toujours être tout seul et avoir des micro-relations. Et voilà, c'est comme ça que la vie allait se passer. Et au final, j'ai trouvé une personne qui me correspond, qui est dans mes valeurs, qui bosse avec moi, qui va pas se plaindre, par exemple, si je suis à la maison avec elle. Si je bosse, elle comprend que je bosse. Et elle garde toujours son rôle de femme dans le couple, malgré le fait qu'aussi, des fois, elle bosse avec moi. Et pour moi, c'est un luxe de fou. Et chaque jour, en fait, je suis épanoui à cause de ça, tu vois. Et il y a plein d'hommes, ils n'ont pas ça chez eux, ils n'ont pas ce genre de copine. Et leur vie, peu importe l'argent qu'ils font, c'est pas forcément cool. C'est triste, en fait. Tu vois, moi, quand je vivais à Dubaï tout seul, c'était pas terrible. Les gens pensent que voilà, j'ai beaucoup d'argent, etc. Je voyage à Dubaï, etc. C'est cool, je m'amuse plus que tout le monde. Non, c'était nul. Tout seul, c'était nul. Ça, c'est un truc, la plupart des gens, ils vont hésiter à le dire, ils vont pas réellement en parler. Mhm. Et moi, je connais pas mal de gros entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, Mhm. qui te disent concrètement, c'est des gens qui se sentent seuls. En Ils fait, sont comme seuls. toi et moi, tu vois, genre, dans Mhm. le sens où, quand tu travailles beaucoup, Mhm. il y a forcément un certain degré de solitude que tu es prêt à avoir dans ta vie. Donc, c'est des gens qui sont facilement abordables. Bien Par sûr. exemple, bon, je vais pas citer de nom pour éviter de mettre quelqu'un dans des situations un petit peu bizarres, mais euh, quelqu'un que je connais, qui est vraiment connu sur les réseaux sociaux, qui me dit, ouais, en ce moment, je fais un burn-out, je me sens pas du tout bien, il faut que je m'en aille ailleurs, il faut que je voyage, il faut que je vais dans un endroit où personne va me connaître, Mhm. personne va savoir qui je suis, et m'éloigner un petit peu de tout ce bruit, Dubaï, cette machine qui a un engrenage qui demande énormément d'énergie, Mhm. où tu peux même avoir des relations uniquement pour le travail. Et ça, c'est des choses qui prennent de l'énergie, qui te prennent de la force mentale et Mhm. même physique. Donc, par rapport à ça, je suis totalement d'accord avec toi. Frérot, ça, c'est un truc qui est marrant et j'ai envie d'en parler, tu vois. C'est quoi les plus grosses dingueries que Mhm. tu as fait? Est-ce que tu as fly out des meufs? Genre en mode artiste, tu les fly out à Dubaï, Mhm. t'en prends une, Mhm. deux de France. Raconte-nous, frère. Je pense qu'il y a des gens qui veulent savoir. J'ai fly out plusieurs meufs, surtout des meufs d'ici, De Bali? de Bali, parce que tu sais, à Bali, niveau meuf, c'est le top. C'est Mhm. vraiment mieux qu'à Dubaï, hein. C'est le jour et la nuit. Et non seulement ici, elles sont plus naturelles, elles sont plus vraies. En plus de ça, on va pas se mentir, la plupart des meufs de Bali, tu sais comment elles sont, je vais pas dire le mot, mais Pourquoi t'es timide comme ça devant la caméra, là, mec? la plupart des meufs de Bali, en vrai, elles ont besoin de direction, je dirais. Elles ont besoin de direction. Donc, tu te poses avec une meuf de Bali, tu lui parles. La meuf, elle peut être fan de toi directement en une soirée. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux lui faire croire tout ce que tu veux parce qu'elles ont besoin de direction. La plupart des gens, ils viennent sur Bali. Enfin, quand les meufs elles viennent sur Bali, en général, c'est ça, elles ont besoin de direction. Ouais, Donc, c'est vraiment facile de se prendre une meuf de Bali. Tu vois, parce qu'en général, elles savent pas réellement ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, excuse-moi. Donc, c'est ça le truc. Mais à Dubaï, elles savent vraiment ce qu'elles veulent. Quand elles viennent te voir, elles sont là. Ah, ok. D'abord, elles regardent comment tu vas venir la chercher. Est-ce que tu vas venir avec une voiture? Est-ce que tu vas appeler un taxi? Est-ce que tu vas appeler un chauffeur? Dans quel restaurant est-ce que tu vas? Dans quel hôtel est-ce que tu vis? Ou dans quel appartement est-ce que tu vis? Et elles regardent chaque détail parce qu'elles savent qu'à la fin de la journée, elle veut soit ton argent ou soit elle veut te verrouiller pour pouvoir construire sa vie avec elle. mhm. Tu vois, donc c'est un peu autre chose. Alors qu'une meuf sur Bali, elle s'en fout. Elle en a strictement rien à foutre. Elle veut juste avoir un gars avec qui avoir du fun. Et si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas, tant pis, elle va trouver un autre gars. Et voilà, c'est ça que j'ai aimé. C'est pour ça que j'ai fly out plusieurs meufs d'ici, dans différents pays, tu vois. Ok, donc tu les ramenais vraiment, pas juste à Dubaï, mais tu faisais des trips, tu voyageais avec elles. Je voyage avec elle, Paris. Il y en a une que j'ai fly out sur Paris, il y en a une que j'ai fly out à Dubaï. Euh, il y en a une encore que j'ai encore fly out ici. Tu vois, à ta manière de t'exprimer, Hmm, on sent qu'il y a du bagage derrière. bien sûr. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que tu as travaillé sur ton langage, sur le vocabulaire que tu utilises, sur ta manière de t'exprimer, ou c'est quelque chose qui est arrivé naturellement pour toi? On va dire que j'ai travaillé et pas vraiment réellement travaillé. En fait, j'ai juste fait les choses. J'ai juste commencé, par exemple, à allumer ma caméra. C'est la première chose. Pour commencer à apprendre à parler. Et puis, tu t'entraînes. Tu fais des vidéos, tu parles, tu rates, tu recommences. Tu rates, tu recommences. Et puis, l'une des choses qui m'a réellement appris à m'exprimer, c'est qu'il faut comprendre que même si tu te trompes quand tu parles,
c'est pas un problème. Tout le monde fait des erreurs. Les gens ont peur de se tromper quand ils parlent. Et ça qui fait qu'ils ont des bégaiements, qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, etc. Parce qu'ils sont posés et ils se disent à chaque fois, là, je vais peut-être faire une erreur. Moi, je n'ai strictement rien à faire de faire des erreurs. Le seul truc que je vais jamais faire dans un podcast, c'est dire le mot à chaque fois. Et même quand je m'exprime en général, dans la vie, quand je vois des meufs, je dis jamais le mot non, si je te dis un c'est vraiment que je suis concentré sur mon téléphone, tu me parles, je te réponds en même temps, tu vois. Ouais. Mais sinon, c'est pas quelque chose que j'utilise. Et c'est juste quelque chose que j'ai fini par entraîner au fur et à mesure du temps, mais sans réellement le faire, en fait. C'était inconscient. Voilà, pour répondre à ta question. Ok, Kader, j'aimerais savoir, c'est quoi la chose la plus difficile que tu as jamais vécue dans ta vie actuellement? Peut-être il y a eu une époque, je pense qu'on a tous traversé des moments difficiles, mais quelque chose qui t'a marqué, qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Le moment le plus difficile de ma vie, c'est quand j'ai fini à la rue aux États-Unis. C'était en Arizona. Il faisait à peu près 45 degrés. J'ai d'ailleurs la vidéo que j'avais postée sur les réseaux sociaux où je parlais de ça et je disais que même à ce moment-là, je me suis filmé et je disais mais t'inquiète pas, je vais y arriver. Je sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. J'ai une vidéo qui le dit, moi j'ai 16 ans et c'est réel, tu vois. Les gens sur les réseaux me suivent parce qu'ils savent que mon parcours, c'est pas du faux. Il y a beaucoup de gens qui se sont inventés un parcours pour s'inventer un branding, mais moi c'est vraiment réel. J'ai fini à la rue à ce moment-là, j'avais des bagages, j'avais ma balle de basket, j'avais mon sac à dos, j'avais pas de téléphone. J'avais juste mon iPhone 5, mais j'avais pas de puce à l'intérieur. Et malgré ça, j'avais 16 ans, je savais pas où j'allais, mais je me suis dit, écoute, quoi qu'il arrive, je vais trouver une solution. La première chose que j'ai fait, c'est qu'avant même que le coach me dépose donc, au commissariat, j'ai dit à un élève, j'ai dit, écoute, appelle-moi un taxi, et puis je verrai avec le taxi comment je vais pouvoir le rémunérer. Même si j'avais pas de SIM card, j'avais rien. J'avais aucune connexion, rien du tout. Et quand on est arrivé au motel, du coup, moi, il y avait un simple restaurant à côté. J'ai appelé mon frère. Et mon frère, du coup, il a simplement envoyé les fonds au taxi. Et il a financé aussi l'hôtel. Donc, c'était un motel à 59 balles, un truc comme ça. Et le restaurant, c'était un micro-restaurant. Tu vois, les restaurants en bord de route aux États-Unis, là. Ok. Je sais pas comment on appelle ça. On appelle ça un speed... j'ai passé un petit restaurant à côté, j'ai utilisé cette Wi-Fi là, j'avais demandé à mon frère de financer tout et j'ai réglé le problème alors que je ne savais pas réellement concrètement où j'allais aller. Et je suis resté quelques jours dans ce motel. Et en restant quelques jours dans ce motel, j'avais pas d'argent pour manger, mais mon frère m'avait encore donné 20 € supplémentaires pour pouvoir commander une pizza Domino's. Avant que ça arrive, il y a eu une nuit. Et pendant cette nuit-là, c'était encore un désastre parce que j'avais pas encore reçu les fonds sur mon compte où mon frère avait fait le transfert. Et du coup, il me restait quoi, 5 $ sur moi. Et j'étais parti dans la station-service qui est juste à côté. Je suis rentré dedans, j'ai pris une pizza. Et sur la pizza, il y avait des pepperoni. Et moi, du coup, je ne savais pas si c'était des pepperoni beef ou si c'était du porc ou je sais pas quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, écoute, je la prends, etc. Je suis arrivé à la maison. Je me suis rendu compte qu'en fait, la pizza, c'était complètement du porc. Et je ne pouvais pas la manger. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement jeté à la poubelle. J'ai bu, j'ai bu de l'eau. J'ai bu de l'eau et puis le lendemain, j'ai attendu. J'ai attendu que l'argent arrive. L'argent est arrivé. J'ai commandé mon Domino's. Je suis resté 2-3 jours dedans, dans cette chambre d'hôtel. Et après, je me rappelle qu'un jour, aussi, je devais aller chercher un McDo. J'avais marché 2-3 heures au bord de la route en Arizona. Tu sais, en Arizona, il n'y a vraiment personne dans la rue parce qu'il fait vraiment chaud. Il fait 45 degrés. Je marchais avec mes Jordan, mon sac, pour aller au centre commercial en mode charbonneur, en mode vraiment battant. J'ai marché, je suis arrivé, j'avais pas de taxi. Je suis arrivé, je fais, tu sais quoi, je vais commander mon McDo. J'ai pris mon McDo, je suis revenu, etc. Et c'était une période dure. Pourquoi? Parce que déjà, non seulement, je ne savais pas où j'allais. J'avais aucune idée de si j'allais trouver un club de basket. Ma mère n'était pas au courant. Il n'y avait que mon frère qui était au courant. Et j'étais juste un homme qui croyait en ce qu'il allait faire plus tard, tu vois. Je croyais juste en moi, en fait. Il n'y avait rien qui me disait que j'allais réussir. Mais je me disais, écoute, moi, je reste. Dans tous les cas, si je rentre en France, il n'y a rien pour moi. Tu veux que je fasse quoi? Moi, j'ai trouvé un moyen de réussir ici. Je ne sais pas si ça va être dans le basket, mais peu importe. Je vais continuer. Et je suis resté 1 semaine, 2 semaines, après que mon coach m'ait récupéré de l'hôtel en Arizona. Et au final, j'ai trouvé un club de basket. J'arrive dans le club de basket, donc c'est au Texas. Le mec, encore une fois, c'est de l'arnaque. C'est une dinguerie. Non, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'arrive, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas d'école. Il m'avait promis qu'il y avait une école. On fait le premier practice, il n'y a pas d'école.
Mais je me dis, mais attends, je suis où? Première école, c'est du scam. La première coach, c'était une millionnaire qui habite en Arizona. En fait, son business a été construit sur des choses qui n'étaient pas forcément légales. Okay, donc, du coup, ils l'ont mis en prison. Et aussi, elle avait mis des joueurs à la rue et le seul en prison par rapport à ça, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ce club-là et je pensais que ça allait être parfait. Mais quand je suis arrivé, au final, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose. Et ben là, je me suis dit, écoute, Kader, il va falloir s'accrocher. Et j'habitais dans une cabane dans le Texas, donc j'habitais du côté San Antonio, mais San Antonio, il y a le côté pauvre et il y a le côté riche. J'habitais dans le côté pauvre à San Antonio. J'étais avec une famille d'accueil. Et la famille d'accueil me disait, voilà, qu'on continue à bosser, t'inquiète pas, on va te trouver une école, blablabla. Donc chaque jour, je me levais. Chaque jour, je me levais le matin, j'allais m'entraîner à 5 h du matin. Et je te dis la vérité, hein, je commençais à perdre espoir. Parce que là, ça commence à faire trop. Là, je venais d'avoir 17 ans à ce moment-là. Je me dis, mais attends, mais là, qu'est-ce qui se passe? Ma vie, elle est complètement foutue, là. Je suis arrivé aux États-Unis, je vais dans la première école, c'est une fausse école. La deuxième école, c'est une fausse école. Peut-être que le problème, c'est moi. C'est tout simplement que je suis nul. Tu vois. Donc, je m'entraînais à chaque fois, tous les jours, à 5 h, avec un petit qui avait, je crois, 5 ans de moins que moi. Je parlais avec lui, c'était devenu mon ami. Carrément, je devenais fou, tu vois. Je parlais avec un peu n'importe qui, parce que j'avais besoin de connexion vu que j'étais tout seul. Et un jour, il y a une dame qui est arrivée dans le terrain de basket. Elle m'a dit Hey, young king, how you doing? Je lui ai dit I'm doing good, and you? Elle m'a dit Ouais, moi, ça va super. Je te vois t'entraîner ici chaque jour à 5 h. T'es fort au basket, toi? Je lui dis Non, je pense pas, non. Elle me dit Young king, don't never ever say that to anyone. If someone asks you if you are good at something, say that you are the best. And believe it. Believe it deep into your heart that you are the best. Et là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, ça m'a remis un boost, tu vois. J'ai commencé à y croire. J'ai dit, mais attends, mais c'est une simple maman qui est rentrée dans un gymnase qui m'a donné ce conseil-là. Mais ça m'a reboosté, tu vois. Et au final, après, je suis resté quelques mois à San Antonio et j'ai trouvé une autre école. Et là, ça s'est bien passé. J'ai commencé à faire mes matchs. J'ai trouvé un bon coach, des gens fiables, etc. Et vraiment, moi, c'était cette période parce que c'est vraiment une période où tu es tout seul, tu es loin de ta famille, tu n'as pas d'argent, tu es complètement fauché. Il y a des gens qui te traitent comme un chien parce que les coachs, ils me traitaient comme un chien, littéralement. Il y avait des jours, tu manges une fois par jour, des jours, tu manges 2 fois par jour, des jours, tu manges que des céréales. Tu vois, donc c'est vraiment une période où non seulement tu passes des mauvais moments parce que ça peut arriver que tu es faim, ça peut arriver que tu es dans un endroit qui n'est pas forcément le plus adéquat à ton confort, ça peut arriver que tu aies des doutes, ça peut arriver même que tu veuilles arrêter. Et en plus de ça, quand tu entends ta mère qui t'appelle, qui te dit c'est mieux que tu rentres à la maison parce que tout se passe mal et ton frère te dit la même chose, au final, tu as envie d'arrêter. Mais la seule chose qui peut te faire continuer, c'est tes croyances. Mais moi, j'ai continué, et puis voilà, quoi. Après, j'ai signé à l'université. Mais c'est là vraiment la période qui m'a forgé et qui a fait le Kader que tu vois aujourd'hui devant toi, qui est confiant et qui pense qu'il peut accomplir tout ce qu'il peut. Enfin, tout ce qu'il veut, tu vois. En fait, c'est cette résilience qui fait qu'aujourd'hui, même si tu ne sais pas exactement où tu vas par rapport à ce que tes projets ou par rapport à ce qui peut se passer dans les relations, Bien sûr. que ce soit amicales, familiales, c'est ça qui fait que tu avances même quand tu ne connais pas la réponse. Donc, exactement. tu persistes et que c'est pour ça que tu réussis dans tes projets. Et même si tu ne réussis pas, tu continues parce que tu sais que derrière tous ces efforts, il y a une récompense derrière. Et quand il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Moi, je vais te dire un truc, tu vois, aujourd'hui, j'accompagne les gens, donc les infopreneurs, les coachs en ligne, particulièrement dans la niche du Make Money, donc tout ce qui est e-commerce, Amazon FBA. Je les aide à faire de la publicité pour vendre leur coaching et toucher plus de personnes. Et c'est vrai que j'ai remarqué que vu que ces personnes-là, elles ont des business qui sont séparés de leur coaching, ils font de l'argent avec le e-commerce, eh ben, il y en a pas mal qui se lancent dans le coaching en pensant que c'est facile, en pensant que c'est quelque chose qui se fait comme ça, que ça va être génial. Ils voient les vendeurs de formation faire des revenus sur les réseaux sociaux. Et ça a été vendu un petit peu comme la chose facile à faire. Une fois que tu as réussi dans le business, tu balances ton accompagnement, tu crées un petit peu de contenu sur les réseaux sociaux et bam, les gens ils croient que c'est trop simple. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'infopreneurs qui abandonnent. J'ai remarqué ça, ils abandonnent. Ils reviennent aux bases de leur business. Ils retravaillent sur leur business. C'est vrai. Mais vraiment. Les gens pensent que l'accompagnement, c'est facile. Le truc, c'est que maintenant, sur les réseaux, pour convaincre quelqu'un, ça demande beaucoup d'efforts. Quand je dis ça demande beaucoup d'efforts, c'est par exemple en termes de contenu, le social proof que tu dois construire sur les réseaux, même le branding de ta boîte pour que les gens achètent facilement.
ça prend énormément de temps. Et je te parle de ça aussi pour les accompagnements, c'est la même chose. Hein. Donc déjà, eux construisent ce branding, ils construisent leur boîte, etc. Donc ça marche bien pour eux. Ils disent, bon, je vais faire la même chose avec le coaching. Mais avec le coaching, le truc, c'est que c'est la même chose. Tu veux vendre du coaching, l'investissement, il est le même. Comme tu as dit, eux, ils pensent que ça va être facile. Non, l'investissement, il est le même. Ouais. Et surtout, il va falloir faire en sorte que les gens aient confiance en toi. Et pour que les gens aient confiance en toi, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par déjà la valeur proposée, ça passe par tes avis clients, ça passe par aussi ce que tu montres sur les réseaux sociaux, ça passe par du contenu de qualité, ça passe par être convaincant, charismatique. C'est pas simplement, oui, je m'appelle Benoît, j'ai réussi dans l'e-commerce et je veux te vendre une formation parce que j'ai fait 3 millions. Non, les gens maintenant, ils n'achètent pas forcément parce que tu es le plus riche, ils achètent parce qu'ils trouvent une certaine inspiration en ce que toi tu fais. Si quand on te regarde, bah, tu n'es pas inspirant, ton contenu n'est pas inspirant, mais tu as une boîte qui a fait des milliards, il y aura quand même peu de personnes qui vont acheter. Mais les gens ils préfèrent suivre les gens qui les inspirent. Donc ton business qui a fait des millions ou pas, etc. Si tu ne parles pas aux gens, tu n'es pas inspirant, etc., bah, les gens n'achèteront pas. C'est triste, hein, et j'en connais beaucoup. Hein. Je connais beaucoup de personnes qui font énormément de sous en dehors des réseaux. Et quand ils sortent leur accompagnement, ils galèrent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cette personnalité. Moi, il y a une chose que j'aimerais savoir par rapport à toi, puisque moi, je t'ai découvert sur YouTube. Je regardais tes contenus avec, je pense, une des premières fois que j'ai dû te voir, c'était sur la chaîne de Strika. Strika, ouais. Strikagram sur YouTube. Smasher Pass. Smasher Pass. Et déjà, tu étais très posé. Tu étais vraiment dans cette optique d'apporter de la valeur et pas être comme les autres, dans le sens où le contenu qu'il y avait à ce moment-là sur les réseaux sociaux par rapport à Strika, par rapport à Alex, c'était du divertissement. Toi, tu étais directement dans le business. Tu avais cette vision-là dès le départ. Quand tu as commencé tes réseaux sociaux, c'était réfléchi. Mais du coup, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que toi, tu as créé tes relations, tu crées ton entourage aujourd'hui. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, qui ont des business, qui ont un petit peu de momentum, qui font leurs 5, 10 000 euros par mois, mais qui n'arrivent pas à construire un vrai cercle autour d'eux qui va leur faire avancer, qui va leur faire propulser, comme ça a pu être le cas pour vous. Tous les trois, vous avez des bons business, vous êtes des exemples à suivre, dans un sens. Alors, comment construire son entourage, c'est une question qui est vraiment dure parce que la vérité, c'est que déjà, premièrement, tu choisis avec qui tu traînes, mais aussi comment trouver des gens comme Alex ou Strika après de tes côtés, je ne pourrai pas te répondre. C'est juste des gens avec qui j'ai grandi, avec qui on a partagé les mêmes pensées. Et il y a beaucoup de personnes dans les accompagnements que j'ai vendus, ou même des personnes que je consulte sur leur business, ou même actuellement dans mon business, me demandent voilà, comment trouver des personnes qui ont le même état d'esprit que moi, qui vont vouloir chercher plus, qui veulent se développer, etc. Et ça, la vérité, c'est que c'est vraiment dur. Il faut tout simplement bouger de son pays, aller à l'étranger, aller dans des pays où les gens veulent se développer, comme Bali ou sur Dubaï. Tu vas trouver des personnes qui auront la dalle et qui voudront construire des business avec toi, tu vois. Et il n'y aura pas forcément cette amitié que j'ai avec Strika et Alex. Il n'y aura pas forcément ça. Mais au moins, tu auras des personnes qui pensent comme toi. Ça, c'est des choses qui viennent juste à toi. Et moi, comme je dis souvent, en vrai, je suis chanceux. Je suis chanceux d'avoir reconnu des personnes comme ça dans ma vie parce que, en fait, c'est des personnes qui ils ont tout simplement amplifié qui j'étais. Tu vois, j'étais déjà une personne qui bossait dur, peu importe ce que je faisais. Comme on dit, comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses. J'étais déjà une personne qui bossait dur et ces personnes-là étaient aussi des personnes qui bossaient dur. Donc, en se rassemblant à trois, en réfléchissant, en sortant ensemble, etc., ça nous a tout simplement permis à nous trois de nous développer. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose qui est venu à moi. C'est pour ça que moi, je le dis, jusqu'à aujourd'hui, je suis chanceux. Même le business que j'ai fait, tout l'argent que j'ai fait, pour moi, je suis chanceux. Parce que c'est des choses à chaque fois qui sont venues à moi. J'ai quand même bossé, bien évidemment, hein, mais on va dire l'univers m'a récompensé, tu vois, pour mon travail. Tu étais prêt à saisir les opportunités, donc tu avais fait le travail nécessaire pour avoir le bon mindset, pour pouvoir saisir l'opportunité lorsqu'elle était là. Parce que si tu n'avais pas été solide, tu n'avais pas eu les épaules pour, dans tous les cas, tu n'aurais pas pu réaliser ces projets parce que ce n'était pas facile. C'est ça. En fait, pour moi, je peux tout réaliser. Ça, ce n'est pas un problème, mais c'est que des fois, tu rencontres des personnes qui facilitent les choses, et qui font aussi que tu te sentes bien, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans le business. Et ça, pour moi, rencontrer ces personnes, c'est ça que j'appelle la chance. Parce qu'il y a des gens qui passent une vie complète, une vie entière, avec des gens à leur côté, on va dire le terme, qui pue.
Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est à eux de faire l'amalgame et de faire le choix de rester avec eux ou non, bien évidemment, parce qu'on est tous des grandes personnes, des adultes. Mais s'ils n'ont pas des personnes avec qui s'accrocher, au final, ils peuvent ressentir une solitude qui fait que dans leur business aussi, ils performent moins. Et voilà, chaque action entraîne une réaction égale opposée. Ça va les impacter dans tous les domaines de leur vie, tu vois. Donc forcément, il faut bien qu'ils restent avec une personne. Il y a des mecs, c'est ça que tu vois à chaque fois, il y a un mec qui est riche, il a toujours son pote qui est complètement fauché, et du coup, il traîne quand même avec lui parce que il est là, tant mieux, il faut traîner avec lui, tu vois. Donc moi, je pense que vaut mieux être cette personne-là qui garde quand même des personnes qui l'apprécient à ses côtés. En même temps, il fait de l'argent, s'ils n'ont pas la chance que moi j'ai aujourd'hui, d'avoir un entourage comme ça, vaut mieux cette personne-là qu'une personne qui veut rester seule et qui dit vas-y, je prends la personne, je fais mes trucs, etc. Vaut mieux avoir l'ami fauché que tu vois quand tu veux avoir on va dire un peu de fun, un peu t'évader, tu vois, que le mettre de côté complètement et être dans ton coin, quoi. T'as vu ce qui s'est passé à l'actualité récemment? Apparemment, Marine Le Pen, au niveau de la loi, elle est coupable. Je sais pas si tu as suivi un petit peu. J'ai pas suivi du tout. En gros, pour pouvoir t'expliquer, Marine Le Pen, elle pourra plus se présenter durant les 5 prochaines années. Et elle doit 4 millions d'euros. En gros, elle a détourné 4 millions d'euros de fonds. C'est une bandit. C'est une bandit. Oui, c'est ça. Mais déjà, c'est ça le problème. Déjà, on voit des Français qui se posent le matin, ils se réveillent, ils allument BFM TV en espérant que le gouvernement les sauve. Mais regarde le gouvernement. Une personne qui a détourné des fonds déjà, qui se présente aux élections. Tu ne te poses pas cette question. Tu ne te dis pas le matin, déjà, je peux voter pour une personne qui a détourné des fonds. Il n'y a pas déjà un déclic dans la tête des gens quand ils voient ça. Il faut comprendre que la plupart des politiques, et j'espère qu'il ne m'arrivera rien après cette vidéo, si ça va sur Internet, la plupart des politiques, c'est des bandits. C'est littéralement des bandits. C'est des gens qui font des fausses promesses, et à la fin de la journée, y a des pauvres qui y croient, et eux s'enrichissent sur eux. À chaque fois que tu vois les lois qui avancent, à chaque fois, c'est des lois qui ne mettent pas en faveur la société. Et moi, en fait, les gens ils disent par exemple que voilà, il y a la vente de formation. Voilà, je vais complètement partir à l'opposé. Ils disent que la vente de formation, par exemple, c'est de l'arnaque, etc. Il n'y a pas de garantie, ou peu importe les business. Ils parlent d'arnaque beaucoup, les gens. Mais avec la politique, c'est encore pire. Parce qu'en fait, ils t'arnaquent et c'est autorisé. Donc ça veut dire qu'ils peuvent te dire, voilà, cotise pour ta retraite. Tu vas cotiser pendant, je sais pas, 20 ans, 30 ans. Il y a un mec qui se présente, il peut mettre fin à ça. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il décide des lois. Alors là, au niveau du livret A, quand je dis mettre fin à ça, il ne peut pas mettre fin à ça complètement. Il peut dire, voilà, là, sur les retraites, là, maintenant, on va prendre, allez, 20% quand ils vont retirer l'argent. Là, on va prendre 50% quand on va retirer. Et les gens, en fait, se fient toujours au système. C'est quand même incroyable. Et moi, je trouve que ça définit la société. Il y a un speaker qui a dit, c'est incroyable que tu vas dire à une personne pour devenir riche, tu as juste à tourner une manivelle, tu vas devenir riche, elle va le faire. Mais quand tu lui demandes de penser pour devenir riche, la personne ne va pas le faire. Et bien, c'est exactement les gens. Quand tu leur demandes de penser, d'utiliser leur cerveau, leurs neurones, les faire fonctionner, les gens, hop, je veux plus, moi, je veux plus. C'est pour ça qu'on voit que les mecs dans l'investissement qui ouvrent des groupes crypto pour dire qu'ils vont devenir riches, etc., c'est les mecs qui ont plus de succès en ligne quand ils vendent ce genre d'opportunités, parce que les gens, ils sont complètement teubés quand il s'agit de réfléchir. Les gens ils sont complètement cons et c'est vrai que une population va représenter les gens qui vont être élus. Exactement. Au final. Exactement. Et un truc qui me fait rigoler, c'est Trump qui est passé et qui fait un meme coin et qui littéralement, il quintuple tout son patrimoine avec un meme coin. Je sais pas si c'est. Ouais, j'ai vu. J'ai même investi dedans pour te dire la vérité. Ah ouais? J'ai investi dedans. T'as fait un petit billet avec? J'ai pas regardé, je voulais retirer trop tard, donc c'était mort. Okay. J'ai perdu beaucoup d'argent. Ok, c'est dommage. Parce que c'était quand même une très très grosse opportunité pour ceux qui sont rentrés vraiment très très tôt dedans. Genre, c'est juste magnifique. C'est une masterclass en fait ce qu'il a fait. J'arrive, je sors mon meme coin, je suis le premier à faire ça, je suis président. Et le pire, c'est que après il y a d'autres meme coins qui ont suivi. Il me semble que sa femme a sorti un meme coin, si je dis pas de bêtises. Melania Trump. Ouais. Ça n'a pas vraiment marché, je pense pas. En tout cas, écoute, Kader, c'était un plaisir de te recevoir sur ce podcast. Vraiment, on a discuté de pas mal de sujets qui étaient intéressants. J'espère que les gens qui ont pu regarder cette vidéo, ils ont appris des choses et que ça va vous motiver, peu importe ce que vous voulez faire actuellement dans votre vie, peu importe où vous en êtes dans votre parcours. Et Kader, si tu as quelque chose à dire, peut-être pour terminer, par rapport à n'importe quel sujet qui te convient.
Ok, alors pour terminer ce podcast, déjà, je tiens à te remercier premièrement. Et écoutez, les gars, si vous avez un projet, ou que vous croyez en quelque chose, ou que vous avez des doutes dans votre vie actuellement, peu importe que vos parents ne vous croient pas, que vos frères ne vous croient pas, vos amis ne vous croient pas, croyez en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera pour vous. Et les gens en ont strictement rien à foutre de comment vous vous sentez, ils en ont strictement rien à foutre de vos excuses. Eux, les gens concrètement, ce qu'ils veulent, c'est juste voir des winners, parce qu'à la fin de la journée, on se souvient que des winners. On ne se souvient pas des losers. Tes excuses de pourquoi tu n'as pas réussi, tu pourras les raconter à ton enfant, mais ton enfant te verra quand même comme un loser. Donc voilà, continuez à bosser dur, et puis je vous souhaite beaucoup de succès. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait plaisir. Je ne suis pas un YouTuber, ok, je fais vraiment ces vidéos pour pouvoir donner de la valeur un maximum. Donc ça me ferait vraiment plaisir. Je ne demande pas beaucoup habituellement. En tout cas, vous pouvez aller suivre Kader Bini sur son Instagram. Et moi, vous pouvez me suivre à Noël Imba sur Instagram également. À savoir que là, actuellement, je propose des accompagnements aux coachs et aux infopreneurs en ligne. Je les aide à se développer grâce à la publicité notamment. Parce que l'organique, comme vous savez, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'expertise. Ça demande un certain charisme, ça demande une certaine personnalité qui font que, aux compétences égaux, il y a certains entrepreneurs qui vont exploser sur les réseaux sociaux, qui vont devenir virales extrêmement rapidement, alors que d'autres, ils vont galérer énormément. Et la publicité, c'est un égalisateur et c'est quelque chose qui vous permet de générer pas mal de revenus si vous êtes coincé actuellement dans votre activité. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à booker un rendez-vous dans la description de cette vidéo. Et puis pour les autres, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Salut, c'était Noël en bas. Ciao.